Le spectre aux cheveux d'or. Une légende recueillie et écrite par Gudule. À l'angle de l'actuelle rue Pierre-Lescot et de la rue de la Grande Truanderie, dans le 1er arrondissement de Paris, se trouvait jadis le carrefour d'Ariane, célèbre par son puits que l'on disait sans fond. Il a été le théâtre d'une bien étrange affaire. Agnès Elbick et Antoine Painlevé s'aimaient tendrement. Ils s'étaient promis le mariage. Elles se retrouvaient chaque soir sur la margelle du puits pour s'y compter fleurettes. Il fallait les voir, les mains dans les mains, l'œil au fond de l'œil, deviser à mi-voix dans le crépuscule, et demeurer là, tout à leur émoi, jusqu'à la nuit noire, puis se quitter à regret dans l'attente du lendemain. Hélas, ces rendez-vous déplaisaient à certaines gens. Le spectacle du bonheur dérange chez ceux qui en manquent, si bien que les mauvaises langues allaient bon train. Une femme surtout, surnommée la Borgnesse, veuve de fraîche date et lavandière, jalousait les deux tourtereaux. Elle décida de leur jouer un vilain tour, et elle le fit si adroitement qu'ils tombèrent dans le panneau. Cette manigance eut de tragiques conséquences. Un soir donc, Antoine arrive le premier au puits. Il rêve à sa bien-aimée quand la Borgnesse l'apostrophe. « Mon bon jeune homme, j'ai bien mal au dos. Là, j'en ai la cause. Pourriez-vous m'aider à porter cette manne de linge jusque chez moi ?» De nature serviable, Antoine accepte avec empressement. Il charge la manne sur son dos et suit la Borgnesse. Tout en se confondant en remerciements, elle l'entraîne quelques rues plus loin dans une demeure fort délabrée. Il y pénètre sans méfiance, mais à peine en a-t-il franchi le seuil qu'elle claque la porte et l'enferme à clé. Puis, sourde à ses cris, elle s'en retourne au carrefour d'Ariane guetter la venue d'Agnès. Celle-ci ne tarde pas. C'est une créature comme on en rencontre peu, belle et bonne à ravir. Sa chevelure était si blonde qu'elle semblait une coulée d'or pur. Assise sur la margelle, la mignonne enfant attend, confiante, et elle chantonne tout en tressant les mèches de ses cheveux dorés. La Borgnesse passe son chemin comme si de rien n'était, et elle s'en va sous les arbres pour l'observer de loin. Le temps s'écoule. Agnès a cessé de chanter. Elle regarde à droite et à gauche, étonnée d'abord, puis de plus en plus anxieuse. Comme elle ne voit pas venir celui qu'elle attend, et que la soirée est déjà bien avancée, elle finit par s'adresser à la Borgnesse, qui n'a pas bougé de son poste d'observation. « Auriez-vous aperçu un fort joli garçon, de haute taille et d'aimable figure ?» lui demande-t-elle poliment. La méchante femme rit sous cape. « Celui qui chaque jour vous rend visite ici ? Oh oui, je l'ai vu, en compagnie d'une autre demoiselle. Une brunette, si mes souvenirs sont bons. Oh, avec quel empressement il l'a suivie, grand Dieu! On aurait dit un chien aux trousses d'une chienne. » En entendant ça, Agnès pâlit. « Mon bien-aimé m'a trahi. Je ne peux pas survivre à un tel chagrin. » Et elle court se jeter dans le puits. Ainsi, ce qui aurait dû n'être qu'une mauvaise farce est devenu une tragédie. Entre-temps, des voisins, alertés par les appels d'Antoine, l'avaient délivré. Hélas, quand le jeune homme est parvenu au lieu du rendez-vous, ce n'est pas sa belle qu'il y a trouvé, mais un attroupement. Saisi d'un terrible pressentiment, il fend la foule et se penche sur la margelle. Et là, c'est comme si une lame lui transperçait le cœur. Car d'Agnès, il ne restait plus qu'une chevelure blonde qui flottait dans l'eau sombre, tel un rayon de lune. Il a voulu la rejoindre, mais on l'en a empêché. Alors, le cœur brisé,
Il s'est effondré sans connaissance. On l'a transporté chez lui où sa mère l'a soigné. Il est demeuré de longs mois entre la vie et la mort, sujet à d'atroces délires. Lorsqu'enfin il a pu se lever, personne ne l'a reconnu tellement il avait maigri. Sa chevelure, aile de corbeau, était devenue entièrement blanche, et à force de pleurer, ses yeux, enchâssés dans leurs orbites creuses, ressemblaient à ceux d'un vieillard. Il apprend que les restes d'Agnès ont été retirés du puits et jetés dans la fosse commune. Car à l'époque, un suicidé n'avait pas droit à l'enterrement chrétien. Privés de sépulture, leurs âmes demeuraient errantes pour l'éternité. Ceci plonge Antoine dans un nouveau désespoir. Il se souvient qu'Agnès était de souche bretonne. Aussi, il part sur l'heure pour le Morbihan. Là, après maintes recherches et de nombreux refus, il finit par trouver un prêtre compréhensif. Pour une somme rondelette, celui-ci consent à bénir le puits fatal afin d'attirer sur l'infortunée défunte l'indulgence du ciel. Mais le résultat n'est pas celui qu'on attendait. Au lieu de monter jusqu'à Dieu, sa prière est descendue vers Satan, qui s'en est trouvé fort aise. Dès lors, non seulement l'âme d'Agnès Elbic ne connut pas le repos, mais elle revenait sous forme de fantôme. La première fois qu'Antoine l'a vue, il a cru mourir d'effroi. Comme chaque soir, à l'heure du rendez-vous d'antan, il se recueille sur la margelle, lorsqu'une forme impalpable et d'une blancheur translucide en sort. Une longue chevelure d'or lui couvre les épaules. « Agnès, c'est toi ?» souffle-t-il dès qu'il retrouve l'usage de la parole. L'apparition lui affirme que oui. Touchée par sa fidélité, elle a obtenu de la mort ce sursis afin qu'il puisse quand même consommer leur union. Et tandis qu'elle parle, son visage arbore un si triste sourire qu'Antoine ne peut pas se retenir de lui ouvrir les bras. Toute la nuit ils se sont étreints, et le lendemain, et d'autres fois encore. C'était en vérité une bien étrange chose que ce jeune homme au visage de vieillard et cette femme désincarnée s'aimant au bord d'un puits sans fond, alors que toute la ville dormait. Au matin, Agnès disparaissait et elle laissait à son amant, pour preuve qu'il n'avait pas rêvé, des cheveux d'or accrochés à sa veste. Antoine, pour sa part, ne vivait plus que dans l'attente de ses retrouvailles. Aussi, il prend l'habitude de dormir le jour et de ne plus sortir qu'à la nuit noire, de sorte que son teint s'en ressent. Il est bientôt si blême que les rares passants qui le croisent dans la rue, tandis qu'il se rend au carrefour d'Ariane, tremblent de peur, croyant voir un revenant. Un soir, cependant, Agnès ne revient pas. Ni le suivant, ni plus jamais. En deuil pour la seconde fois, Antoine se remet à dépérir. Mais il ne manque pas pour autant le rendez-vous nocturne. Et là, tel un veuf éploré sur le tombeau conjugal, il sanglote jusqu'au petit jour. Quelle n'est pas sa surprise, à quelque temps de là, de trouver un panier posé sur la margelle. Un double vagissement s'en échappe. Il contient 2 nouveau-nés, une fille et un garçon, aussi blond et pâle qu'Agnès. « Nos enfants !» murmure Antoine bouleversé. Il les nomme Lune et Soleil. Mais lorsqu'il veut les faire baptiser, les curés des paroisses voisines s'y refusent avec horreur. Antoine n'a alors d'autre choix que de s'adresser à nouveau au prêtre breton. Mais mal lui en a pris, car à l'instant où l'eau bénite touche leur front, Lune et Soleil se sont changés en rats. On apprend peu après la mort de la borgnesse, rongée vive durant son sommeil.
À dater de ce jour, les rats ont proliféré dans les égouts de Paris. Ils ont atteint bientôt un nombre tel que les autorités s'en sont alarmées, usant tour à tour contre eux du poison et du feu. En vain. Ces bêtes étaient magiques et résistaient à tout. On a attribué le phénomène au fait qu'ils étaient nés de l'accouplement de lune et de soleil, eux-mêmes issus d'amour contre nature entre une défunte et un vivant. Seul un exorcisme pouvait en venir à bout. Il fut pratiqué par l'évêque de Paris en personne, assisté de 50 prélats, mais il ne donna pas le résultat escompté. Si l'on en croit les égoutiers, les rats de Paris ne disparaîtront qu'avec Paris lui-même.